Et si tous ces comportements qu'on observe chez nos chiens, comme rapporter une balle ou s'acharner sur un jouet, si tout ça, au fond, n'était que les vestiges d'un instinct de chasse vieux comme le monde? C'est ce qu'on va décrypter ensemble pour mieux les comprendre. C'est une question que tout propriétaire de chien s'est déjà posée, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas vraiment dans son éducation, mais bien plus loin, dans l'héritage de ses ancêtres. En fait, ces jeux de tous les jours sont comme des répétitions d'un drame beaucoup plus ancien. On va commencer par ça, le loup intérieur. Parce que oui, il faut bien se le dire, même dans le plus petit des chihuahuas, il y a une part de loup qui sommeille. Et son instinct de chasse, c'est vraiment une partie fondamentale, immuable de sa nature. Pour décrire cet ensemble de comportements qui sont, en quelque sorte, préprogrammés, les scientifiques utilisent un mot un peu technique, l'éthogramme. En gros, c'est la carte d'identité complète du comportement d'une espèce. Et dans celle du chien, le chapitre sur la chasse est l'un des plus longs et des plus importants. Ce n'est pas juste une activité, c'est vraiment un pilier de son identité. Et c'est là que ça devient intéressant. Même avec une gamelle toujours pleine et un panier super confortable, cet instinct de chasse ne disparaît pas. Il reste actif. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet instinct n'est pas lié à la faim. Il est ancré dans son ADN, toujours prêt à s'exprimer à la moindre occasion. Alors, cet instinct, comment il s'exprime ? Principalement à travers 2 grands programmes de chasse, qui sont hérités et qui expliquent la grande majorité des comportements qu'on observe au quotidien. Regardons d'un peu plus près ces 2 programmes. D'un côté, on a la chasse à la petite proie, en solo, l'exemple parfait c'est le jeu de balle, et de l'autre, on a la chasse à la grosse proie, qui se fait en meute. Et ça, c'est la base de ce qu'on voit dans l'entraînement à la défense. On a donc 2 instincts bien distincts pour 2 objectifs complètement différents. Ce qui est absolument fascinant avec la chasse à la petite proie, c'est la précision du déclencheur. Il faut un objet d'une certaine taille, et surtout qui s'éloigne du chien, qui fuit. Si un objet lui fonce dessus, ça ne déclenche rien. On observe aussi ce fameux saut de mulot, une séquence de mouvements hyper coordonnée et totalement innée. La balle, pour le chien, ce n'est donc rien d'autre qu'une proie de substitution. Et le jeu du rapport d'objet, c'est une pure simulation de chasse. La chasse en meute, c'est une toute autre histoire. C'est une vraie chorégraphie sociale très structurée. Ça commence par un rituel au sein du groupe. Ensuite vient la recherche de la piste, la poursuite, l'attaque coordonnée pour déstabiliser la proie. Et enfin, le secouement, ce mouvement qu'on voit chez tous les carnivores pour neutraliser leur prise. On arrive maintenant à un point absolument crucial qui est souvent source de confusion. La différence entre l'instinct de chasse et la véritable agression. C'est particulièrement important quand on observe le travail des chiens d'intervention. C'est la question que tout le monde se pose. On voit un chien mordre un costume de protection avec une force incroyable. Et on pense tout de suite à de la colère, de l'agressivité. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans sa tête ? Eh bien, la réponse, et elle surprend souvent, c'est non. Ce qu'on observe à ce moment-là, ce n'est pas de la colère ou de l'agressivité, c'est l'expression pure, intense, de son instinct de chasse à la grosse proie. C'est un changement total de perspective. Pour le chien, l'assistant de dressage canin qui porte le costule, ce n'est pas un ennemi à combattre, c'est une proie à capturer. L'interaction n'est donc pas un combat, mais un jeu de chasse très sérieux et très codifié. La différence est vraiment flagrante quand on sait quoi regarder. La ferveur de la chasse, c'est de l'excitation, une concentration absolue, des aboiements aigus, mais, point très important, il n'y a aucune mimique de menace. L'agression, à l'inverse, c'est un comportement social. On va avoir des grognements, le poil qui se hérisse, les babines retroussées. Un bon chien de défense, c'est un grand passionné de chasse, pas un animal en colère. Maintenant, comment l'humain a-t-il mis son grain de sel dans tout ça ? Eh bien, en passant des milliers d'années à sélectionner, à remodeler cet instinct de chasse pour ses propres besoins. Le mot-clé ici, c'est dissociation. Ça veut dire que l'élevage sélectif a permis de casser la séquence naturelle de la chasse. Au lieu de laisser le chien dérouler tout le programme de A à Z, l'humain a choisi de ne garder et de ne renforcer que les étapes qui l'intéressaient. C'est comme s'il avait déconstruit un programme pour n'en garder que les meilleures parties. Le chien d'arrêt, c'est l'exemple parfait. Il va chercher la proie, il s'approche doucement et puis il se fige. Cet arrêt, en réalité, c'est la phase juste avant le saut final. Mais l'instinct de sauter et de tuer a été volontairement bloqué, interrompu par la sélection génétique. Il signale la proie, mais il ne termine pas l'action. Il y a un autre concept qui est fascinant, c'est la néoténie. Pour faire simple, nos chiens domestiques gardent des traits de caractère de jeunes toute leur vie. Ils sont un peu comme des jeunes éternels. Et c'est justement ça qui les rend si faciles à entraîner. Un loup adulte ne lâcherait jamais sa proie. Mais le chien, lui, voit son maître comme une figure d'autorité, un chef de meute, et c'est pour ça qu'il va accepter de lâcher sa proie sur commande. Allez, pour finir, on va s'attaquer à un comportement qui laisse beaucoup de monde perplexe. Pourquoi un chien adore se rouler dans des choses qui sentent, disons, très fort ? On entend souvent dire que c'est pour masquer son odeur et mieux chasser. Oubliez cette idée, c'est un mythe.
En réalité, c'est une réaction à ce que les scientifiques appellent des stimuli supranormaux, c'est-à-dire un stimulus tellement puissant qu'il provoque une réaction instinctive et exagérée. Cette analogie est sans doute la meilleure façon de le comprendre. Pour le chien, l'odeur d'une charogne est si intense, si riche en informations, qu'elle déclenche une réaction de plaisir irrépressible. Ça nous paraît répugnant, mais pour lui, c'est l'équivalent de se rouler dans un champ de fleurs. Au final, que ce soit dans un simple jeu de balle ou dans l'entraînement le plus pointu, chaque comportement nous ramène à ce loup intérieur. Comprendre cet héritage, ce n'est pas juste de la curiosité scientifique, c'est vraiment la clé pour construire une relation plus juste, plus forte et plus harmonieuse avec nos compagnons.